m'avoir rejoint. Donc, on a eu des petits problèmes de connexion, mais ça m'a l'air pas mal. Donc, on se rejoint aujourd'hui pour discuter ensemble autour de notre deuxième ambition, qui est donc faire de nos agriculteurs les premiers fournisseurs des Deux-Sévriens. Donc, on se rejoint avec notre directeur de programme, qui est Pascal Olivier, notre directeur de campagne, qui est Olivier Pellevoisin. Donc, je vais laisser la parole à Olivier. Bonsoir Marie-Élise, bonsoir Pascal et bonsoir à tous. Merci de nous retrouver ce soir encore à 19h30. Eh bien, ce soir, on va parler de au moins deux sujets, mais Pascal nous en dira peut-être un peu plus, qui sont à la fois la question de l'agriculture. On est dans un département très rural, il y a des gros enjeux en matière d'agriculture. Et donc, l'agriculture, c'est les agriculteurs. Et nous allons parler aussi de transition écologique ce soir. Contrairement à une idée répandue, nos rencontres avec le monde agricole, les syndicats des agriculteurs notamment, faisaient ressortir une chose, c'est que les agriculteurs ne sont pas des cultivateurs de subventions, mais plutôt des entrepreneurs, et que ce ne sont pas non plus des gens qui seraient opposés d'une quelconque manière à la transition écologique, et que bien au contraire, ils voudraient en être les premiers acteurs. Et d'ailleurs, c'est le nom qu'on a retenu pour cette ambition qui doit structurer notre agriculture, mais aussi notre transition écologique pour les 10 ou 20 ans qui viennent. Mettons les agriculteurs en position d'être les premiers acteurs de la transition écologique. Donc, nous avons laissé tomber l'idée qu'une subvention supplémentaire pourrait permettre de changer quoi que ce soit, et on a plutôt voulu se tourner vers cette nouvelle considération. Nos agriculteurs sont des entrepreneurs. Comme tout entrepreneur, pour investir, pour envisager une transition, un changement, ils ont besoin de visibilité et de lisibilité sur les marchés qui leur sont offerts. Utilisons l'influence, la capacité du département pour effectivement leur donner cette visibilité. Alors, pour rentrer plus dans le détail des mesures, je vais donner tout de suite la parole à Pascal, qui va se faire un plaisir de vous les présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, mercredi dernier, je vous ai présenté notre première ambition qui était sur la gouvernance, et notre deuxième ambition ce soir s'intitule, comme l'a dit Marie-Élise tout à l'heure, faire de nos agriculteurs les premiers fournisseurs des Deux-Sévriens. Alors, le projet y consiste en développer l'achat de la production bio ou raisonnable en privilégiant les circuits courts en partenariat avec les collèges, les EHPAD et les collectivités territoriales. Pour cela, je vais vous décliner 7 mesures phares qui vont nous permettre de mettre en place ce projet. En premier, et c'est pour nous une des mesures les plus importantes, c'est mettre en œuvre un projet alimentaire territorial départemental. Alors, qu'est-ce qu'un projet alimentaire territorial ? Ça a été prévu par la loi d'avenir pour l'agriculture et l'alimentation de la forêt du 13 octobre 2014. Et ces projets s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la production agricole et alimentaire, du besoin alimentaire du bassin de vie, et qui identifie les atouts et les contraintes socio-économiques et environnementales du territoire. Quels sont les enjeux ? Il y a une dimension économique, bien sûr, avec une structuration et une consolidation des filières dans les territoires, un rapprochement de l'offre et de la demande, et un maintien de la valeur ajoutée sur le territoire. Une dimension environnementale, en développant de la consommation de produits locaux et de qualité, valorisant d'un nouveau mode de production agroécologique dans la production biologique, la préservation de l'eau et des paysages et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Enfin, une dimension sociale, avec l'éducation alimentaire, une création de liens, une accessibilité sociale, des dons alimentaires et une valorisation du programme. Il est essentiel que les acteurs de l'agriculture fassent partie de ce conseil de développement. La troisième mesure phare, ça va être d'augmenter la part de bio dans les cuisines, les collèges, les EHPAD et les structures d'accueil du département, tout en réduisant le gaspillage. Quatrième mesure phare, accompagner la mise en œuvre d'une organisation logistique de distribution adaptée aux circuits courts. Ça, c'est une mesure qui nous semble importante dans le sens où c'est bien de produire, mais derrière, il faut une logistique qui permette d'assurer toute la partie logistique. Et donc, nous travaillerons avec les entreprises qui ne sont pas forcément du coup des entreprises agricoles sur ce projet-là. Cinquième mesure phare, promouvoir le développement de formations en maraîchage et en arboriculture bio. Nous sommes un territoire agricole. Les jeunes agriculteurs qui s'installent ou les personnes qui souhaitent retravailler dans un domaine différent ont besoin de formation. Il nous semble important de développer ce type de formation.
Enfin, on soutiendra les labels agricoles locaux, c'est un gage de qualité. Et enfin, on montera des projets éducatifs à l'environnement en partenariat avec les collèges. C'est très important de travailler avec les enfants. Quand vous commencez à sensibiliser les enfants, derrière, vous sensibilisez les parents et vous avez un retour sur l'ensemble de la population. Quels sont les bénéfices que l'on obtiendra de toutes ces mesures? On va d'abord aider tous les agriculteurs vers une transition bio. On va surtout améliorer la qualité de repas de nos enfants et de nos aînés et de tous les citoyens. On arrêtera avec la malbouffe. On retrouvera le goût des aliments. On aidera à l'installation des agriculteurs maraîchers et arboriculteurs en collaboration avec bien sûr les instances dédiées. On ne remplacera pas la chambre d'agriculture, bien sûr. On soutiendra les agriculteurs dans leur vie quotidienne. On reconnectera les jeunes avec les bénéfices d'une ruralité respectueuse de leur environnement. On rendra le bio accessible à tous. Et bien sûr, toutes ces conséquences, ça sera une amélioration de l'environnement et de la santé. Merci. Et pour la synthétiser, donc l'idée est de conduire vraiment une transformation au niveau du département de l'équilibre entre l'offre et la demande en matière de consommation d'agriculture bio, raisonnée, circuit court. Et on l'avait noté au moment où on a fait le bilan de la mandature actuelle. On constatait en fait qu'il y avait une forte demande du côté des collèges, par exemple, qui sont bien dans le périmètre de responsabilité du département, et en parallèle une faiblesse de l'offre. Et donc, tout l'objet du travail qui doit être entrepris maintenant avec les agriculteurs, c'est de pouvoir combler cette faiblesse et amener la capacité de production de l'agriculture biologique dans les Deux-Sèvres dans la capacité de faire face à la demande des Deux-Sévriens. Peut-être que nous pourrions aborder quelques questions, Marie-Alice. Oui, donc Pascal, vous mettez en avant le bio et le circuit court dans votre programme, mais aujourd'hui, le département a déjà mis en place certaines mesures par rapport au circuit court. Oui, tout à fait. Mais nous devons répondre à des enjeux qui ont été clairement définis dans la loi Egalim. Ces enjeux nous imposent 20% de produits bio dans les cuisines collectives, nous imposent 50% de produits provenant de circuits courts. Et je pense que nous pouvons aller plus loin. Tout ça pour le bienfait des enfants par rapport au collège, des personnes âgées par rapport aux EHPAD. Pour cela, je peux me référer à l'expérience personnelle que j'ai en tant qu'élu, où après avoir commencé à travailler sur les circuits courts, on est rapidement allé vers de la cantine bio, tout en arrivant à une cantine bio au bout de quelques années de travail et d'investissement à la fois des parents, de la collectivité et du personnel. Donc c'est possible, ça n'augmente pas le tarif, le prix de revient de la matière première, parce que derrière, il y a forcément une obligation de travailler sur le gaspillage, puisqu'il n'est pas raisonnable au XXIe siècle de jeter de la matière première. Un des internautes qui nous suit ce soir faisait remarquer que la loi Egalim n'était peut-être pas très connue de tout le monde. Est-ce que tu peux donner quelques précisions sur cette loi, Pascal? C'est une loi sur l'agriculture. Au niveau des collectivités territoriales, nous avons des obligations en ce qui concerne les cantines, donc ça concerne nos collèges, de manière à ce qu'il y ait une introduction de produits bio et d'agriculture raisonnée dans l'assiette de nos enfants. Merci. Donc peut-être une autre question. Donc là, même si c'est au-delà du champ des compétences du département, les citoyens s'inquiètent de la question des bassines. Est-ce que vous avez un point de vue sur le sujet? Donc le sujet des bassines, effectivement, a fait grand bruit, en particulier dans le sud du département, même s'il n'y a pas que le sud du département qui soit concerné par le sujet. Il fait grand bruit d'abord parce que c'est une concertation qui a été très mal menée. Et on voit bien que quand on ne travaille pas avec les citoyens sur le terrain, on arrive à une position derrière qui est quasiment impossible à mettre en œuvre. Et il faut quand même raconter que dans cette histoire, on a commencé par expliquer qu'on allait creuser des trous pour recueillir l'eau qui tombe du ciel l'hiver, pour finalement se retrouver avec un projet où pendant l'été, on envisage de pomper les nappes phréatiques pour remplir les dites bassines. Et donc là, on est à l'opposé même de l'esprit du projet du départ, parce que si on commence à pomper les nappes phréatiques, où va-t-on s'arrêter? Je voudrais ajouter à ça que le problème n'est pas les bassines ou pas les bassines. Le problème, c'est que nos agriculteurs, pour nous nourrir, et aussi pour alimenter nos filières d'exportation, ils ont besoin d'eau pour notre agriculture, que ce soit
la culture ou l'élevage. Et c'est très important de trouver des solutions dans le domaine et les bassines ne sont certainement pas la seule solution. On sait qu'il y a beaucoup d'eau qui est gaspillée, pas forcément dans l'agriculture, mais qui est gaspillée dans les entreprises, qui est gaspillée dans les foyers des ménages. Et donc, c'est un sujet qui peut permettre de combler une partie de la question. On sait qu'on a une surconsommation qui est pragmatiquement inexplicable. Donc, il faut qu'on apprenne les uns et les autres à faire attention à l'eau. Ça devient un bien beaucoup plus précieux. Donc, un sujet qui a été pas très bien traité, voilà notre point de vue. Et deuxièmement, aborder la question du traitement de la sécheresse avec une seule solution, vu les enjeux qu'il y a en termes de réchauffement climatique, ça ne suffira pas. Il faut donc ouvrir d'autres pistes, le faire avec nos concitoyens et trouver avec eux les solutions qui seront réellement applicables dans notre département. Donc là, vous parliez de l'agriculture raisonnée. En amenant une alimentation marquée du bio et du circuit court, est-ce qu'on ne risque pas de faire exploser le coût de l'assiette? Oui, l'expérience que j'ai montre que si on travaille en parallèle sur sur le gaspillage et sur les quantités, c'est-à-dire qu'il faut cuisiner ce qu'on a besoin et pas plus, on voit qu'on n'a pas une augmentation des matières premières au niveau de l'assiette. On est même en table et j'ai vu, et pour avoir discuté avec d'autres élus sur le département, même certaines cantines où le prix de revient de diminuer tout simplement parce qu'il y avait trop de gaspillage. Donc une assiette, nous disait Pascal, qui n'est pas plus chère, voire même qui peut être moins chère, ce qui se comprend, puisque dans l'agriculture circuit court, finalement, on a moins d'intermédiaires. Et puis, on peut aussi, là aussi, faire attention effectivement à la manière dont on consomme cette agriculture circuit court et bio pour diminuer effectivement à la fin le coût de l'assiette. Ce qui est un enjeu important parce que quand on discute avec les responsables des collèges, et avec les professeurs, ils vous expliquent rapidement que le coût de l'assiette ne baisse pas, mais que par contre, la qualité de ce qu'il y a dans l'assiette, elle baisse graduellement au fil des années. Donc, c'est un sujet qui devra bien entendu être traité et pris à bras-le-corps avec les agriculteurs du Très bien. département. Donc peut-être une dernière question, donc cette fois-ci sur les exportations. Est-ce que mettre l'accent sur une culture circuit court et bio ne met pas en péril les exportations du département au niveau agricole? C'est une question importante parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est peut-être parfois ignoré, mais la France en général et les Deux-Sèvres, qui est un département très agricole, comme on le disait, sont de grands exportateurs de produits agricoles et notre industrie agroalimentaire est une grande exportatrice dans le monde. Je ne me rappelle plus si le rang est le 4e ou le 5e mondial, mais enfin, c'est tout à fait remarquable pour un pays de notre taille, sachant que les concurrents en face, c'est la Russie, la Chine, les États-Unis, le Brésil, donc des pays beaucoup plus étendus que la France. Il faut croire qu'on a des produits que le monde entier s'arrache, y compris dans les Deux-Sèvres. On connaît les succès de nos fromages, le succès de nos beurres et autres produits issus de l'agriculture des Deux-Sèvres. C'est un point qu'il faut surveiller parce on est toujours effectivement dépendant de ces exportations. Peut-être l'agriculture, finalement, c'est le pétrole des Deux-Sèvres. Donc, c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit. Alors, le premier point dans cette balance, c'est que exporter des produits de meilleure qualité, et donc de qualité biologique notamment, peut avoir un impact très positif sur le revenu de nos agriculteurs. Et la deuxième chose, c'est que en augmentant la consommation de produits locaux, on va diminuer par contre les importations. Ceci étant dit, ça ne fera pas moins de revenus pour nos agriculteurs, au contraire, et ça offrira une bien meilleure qualité de nourriture pour nos concitoyens. Il faut bien concevoir que si on arrive à donner aux agriculteurs de notre département la visibilité pour investir et accomplir la transition écologique, finalement, c'est tout le département qui accomplit une grande partie de sa transition écologique. Donc, un meilleur respect de l'environnement, une manière de traiter l'environnement qui est plus saine vis-à-vis des problématiques de biodiversité et de réchauffement climatique. Donc, les avantages sont nombreux. Et puis, un agriculteur qui finalement trouve le moyen d'écouler une agriculture raisonnée, bio et circuit court dans des établissements publics du département tels que les collèges et les EHPAD, comme les a cités tout à l'heure Pascal, se voit aussi s'ouvrir un nouveau marché. Prenons
le marché de Choret qui vient d'ouvrir, c'est tous les dimanches, allez-y, c'est formidable, j'y suis allé moi-même. Et donc, voilà, sur le marché de Choret, aujourd'hui, on commence à trouver effectivement beaucoup de produits issus d'une agriculture biologique et qui sont des produits tout à fait locaux, qui sortent de la plaine niortaise, prêts à être consommés par les habitants de la plaine niortaise. Donc, vous voyez que ça ouvre de nouveaux débouchés. Discuter avec les restaurateurs. Les restaurateurs sont tout à fait prêts à acheter des produits bio et les acheter à côté de chez eux, plutôt que d'acheter des produits qui sont passés par le marché de Rungis il y a 2 jours et qui n'ont peut-être pas la même qualité gustative et pour notre santé, tout simplement. Donc, la logique que nous souhaitons mettre en œuvre, elle est très productive pour notre santé, pour notre environnement et pour nos agriculteurs. Et c'est important qu'on les considère bien comme les entrepreneurs qu'ils sont. Donc là, on a une remarque sur le live. Donc, aider les agriculteurs à transformer la matière première et organiser la distribution de manière centralisée au niveau départemental. C'est exactement le sujet qu'a évoqué Pascal tout à l'heure dans les mesures. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait la logistique. Et la logistique ne saurait se résumer à acheter des caisses enregistreuses ou à financer l'achat de caisses enregistreuses pour nos agriculteurs. Il faut une vraie plateforme logistique pour la distribution des produits agricoles du département sur notre département. Faute de quoi, ma foi, ces produits n'atteindront pas nos marchés, nos supermarchés. Très bien, je ne vois pas d'autres questions de mon côté. Moi non plus, je regarde en bas parce que je jette un coup d'œil aussi. Je crois qu'on a fait le tour des questions effectivement que vous souhaitiez nous adresser sur le sujet ce soir. Ce live sera disponible en replay très rapidement et donc vous pourrez revoir les questions, les réponses et la présentation du programme que vous a fait tout à l'heure Pascal. Prochain rendez-vous, Marie-Alice? Donc là, on se retrouve demain soir pour la présentation. Oh, c'est tous les jours cette semaine. Donc, voilà. Donc, on se retrouve demain soir pour la présentation du ticket de l'Agatine. Vendredi soir pour la présentation du ticket de Thouars, donc toujours à 19h30. Et jeudi prochain pour la troisième thématique qu'on va aborder ensemble, donc toujours à 19h30. Ok, très bien. Merci à tous, très bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonsoir.